Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mini-vlog dans lequel je vous emmène en balade à Paris avec moi. Et je vous emmène avec mon date d'aujourd'hui. Bonjour, Mestamdi. Hello le vlog! Et on va D'accord. manger chez Livio. Pour la petite histoire, entre les vacances, la rentrée, les emplois du temps de chacune, ça faisait des semaines que nous ne nous étions pas vus, Daniel et moi. Donc là, c'était l'occasion parfaite de se retrouver et de célébrer son anniversaire que nous n'avions pas eu non plus le temps de fêter ensemble. Et bien évidemment, nous nous sommes rattrapés. D'ailleurs, si vous passez du côté du Pont de Neuilly, je vous recommande fortement chez Livio, un restaurant que je connaissais puisque j'y mangeais régulièrement lorsque je travaillais non loin du pont. L'avantage lorsque tu déjeunes en tête-à-tête avec ta bestie créatrice de contenu, c'est que vous pouvez rentrer chacune dans les délires l'une de l'autre sans déranger personne. Ou presque, juste quelques piétons qui se sont demandé ce que nous faisions avec un trépied sur les marches. Bref, je me suis ensuite rendue au centre commercial Les Quatre Temps à La Défense car je devais y faire du repérage. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans ce centre commercial, donc j'ai vraiment été surprise par tous les changements, notamment le Bershka qui est maintenant sur 2 étages et qui a remplacé le Zara. J'y ai repéré quelques pièces. Maintenant, au niveau de la qualité, dites-moi si c'est moi, mais je trouve que les choses ont changé. Après, j'ai repéré ce manteau qui est similaire au manteau bleu que je vous ai présenté dernièrement et qui est moins cher. Concernant le 2e étage, je n'ai rien trouvé de spécial, mais bon, j'y ai fait quand même un tour. Par contre, impensable d'aller jusqu'à la Défense et de ne pas aller faire un tour à la section hommes du Grand Zara, car si vous ne le savez pas, il est réputé pour avoir les meilleures pièces de Zara côté homme. Et effectivement, ça valait le détour. Les pièces étaient très bien agencées, par couleur, par thématique, vraiment facile de pouvoir s'y repérer, vraiment facile de pouvoir trouver des pièces rapidement et de pouvoir être conseillé par les agents qui étaient sur place. Honnêtement, nickel, ultra bien rangé, super propre. J'ai vraiment adoré l'assemblage de couleurs. Vraiment, Zara, vous faites des efforts, hein, en tout cas à la Défense. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi je regarde toujours côté homme, c'est parce qu'encore une fois, comme il est plus difficile de convaincre les hommes d'acheter des pièces, l'agencement, le merchandising est toujours plus canon que regarder côté femme, très neutre, noir, gris, beige, on en a marre. Du coup, bien évidemment, je n'ai rien chopé, même pas ces boucles d'oreilles car je les avais repérées sur AliExpress à 6 €. On se retrouve à la maison pour ma toute première FAQ, puisque nous sommes de plus en plus nombreux ici et que certaines m'ont rejoint sur Instagram, m'ont posé certaines questions en DM. Je me suis dit que j'allais vous y répondre directement dans cette vidéo. Parmi les questions qui m'ont été posées, j'en ai sélectionné 5, puisque ce sont celles qui reviennent le plus souvent. Et on va commencer par la première. Hello, je viens de découvrir ta chaîne. Pourrais-tu te présenter rapidement? Alors premièrement, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans. J'habite en région parisienne. Je suis née à Paris. Je suis maman solo. J'ai une fille qui a 12 ans maintenant, bientôt 13. Et je travaille en supply chain. J'espère avoir répondu à ta question dans les grandes lignes. Deuxième question, es-tu seulement créatrice de contenu ou alors as-tu un autre métier? J'ai sélectionné cette question car elle revient également souvent. Non, je ne suis pas que créatrice de contenu, blogueuse mode. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2019, mais qui était plus une passion, plus un hobby et qui m'a permis effectivement de décrocher des contrats, donc d'en faire mon métier à moitié. Je crée également du contenu UGC en marque blanche pour des marques, à savoir que je leur crée du contenu qu'elles vont utiliser sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet, etc. et que vous n'allez jamais voir sur mes réseaux ou sur ma chaîne YouTube par exemple. Ensuite, mon métier de base, je travaille en supply chain. Je suis experte en supply chain, experte sur SAP qui est un logiciel également. Voilà, en gros, voilà ce que je fais comme métier. Troisième question, est-ce que c'est dur d'être maman solo? Alors bien évidemment, oui, c'est dur. Si je te disais que c'était super facile, que tu as ta tranquillité et compagnie, être maman solo, franchement, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne parce que même les personnes qui vous diraient qu'elles veulent être maman solo, qu'elles auront leur paix et compagnie, hormis dans des cas où il y a de la violence, où il y a des sévices, etc. Là, je suis d'accord. Maintenant, faire le choix d'être maman solo, franchement, les personnes qui ont fait ce choix, chapeau. Chapeau parce que moi, j'ai pas fait ce choix.
Je suis devenue maman solo il y a 12 ans, 13 ans bientôt. Non, 13 ans plutôt. Et puisque j'étais enceinte. Et depuis, j'élève ma fille toute seule. Alors, quand je dis maman solo, ça ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré d'autres personnes, que je n'ai pas eu d'autres expériences amoureuses après ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, j'élève ma fille toute seule. Il n'y a pas d'homme qui habite chez moi. Elle n'a pas de beau-père pour l'instant, parce que bon, madame est à fond sur ça, plus que moi-même, mais bon, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Voilà, au moins, c'est clair. Quatrième question. J'ai une morphologie similaire à la tienne, mais je n'arrive pas à porter autre chose que du noir, du marron ou alors du gris. Comment fais-tu? Alors cette question, je l'ai prise intentionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes à mon goût qui estiment que parce qu'elles ont des formes, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles sont petites, parce qu'elles ont les fesses plates, parce qu'elles ont du ventre, parce qu'elles ont de la poitrine, elles ne peuvent pas porter telle ou telle chose. En tout cas, telle ou telle couleur, puisque là, la question, c'est par rapport à la couleur. Et pour moi, c'est juste insensé. Alors, quand je dis insensé, c'est pas que je ne comprends pas, mais je me dis qu'en fait, dans la vie, on a tellement de restrictions, on a tellement de pensées limitantes, on a tellement d'effets négatifs sur nous par rapport au regard des gens, aux pensées des gens, à ce que les gens vont nous dire, que du coup, si en plus, au niveau de la mode, où on est censé s'éclater, où on est censé porter des pièces qui nous font plaisir, des choses qui nous permettent d'exprimer notre personnalité, d'exprimer ce que l'on aime, etc. Si on se bride de ce côté-là aussi, mais où va-t-on en fait? Où va-t-on? Bref, je peux comprendre que pour toi, ce soit encore compliqué de porter de la couleur parce que tu as peur d'être jugé par les autres, etc. Mais franchement, si tu aimes les couleurs, maintenant que ce soit des couleurs pastel ou des couleurs vives, ne te prive pas. S'il te plaît, ne t'en prive pas. Ne vous en privez pas. Franchement, peu importe la saison, comme vous pouvez le voir, moi, on est en hiver, je porte beaucoup de couleurs. Et encore, j'ai un lookbook qui arrive, vous allez voir, il y a du marron parce que c'est l'automne, la couleur que j'adore porter en automne. Mais maintenant, je l'ai associé avec tellement de couleurs que vous verrez, il y a tellement de choses en fait on peut vraiment s'éclater au niveau des couleurs. Donc, s'il vous plaît, ne vous bridez pas. Je vous en supplie, ne vous bridez pas. Et la dernière question que j'ai sélectionnée qui revient très souvent, peu importe la plateforme sur laquelle je poste, c'est comment tu fais pour rester motivé, notamment par rapport à tes réseaux sociaux et à ta vie de maman solo. Donc toi, tu me connais, tu me suis déjà, et à ta vie de maman solo. Alors, comment je fais pour rester motivée? Je vais vous dire que j'ai pas d'autre choix en fait que de rester motivée parce que en étant maman solo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très difficile. Et même si j'ai un tempérament fort, j'ai un tempérament fonceur, etc., il y a des phases où je suis down. Il y a des phases où je suis down. Il y a des phases où je vais avoir envie de rien. Je vais juste vouloir rester au fond de mon lit. Je vais pleurer. J'aurai même pas la force de m'occuper de ma fille. Dieu merci, j'ai réussi à l'élever de façon à ce qu'elle soit très autonome. Maintenant, ça reste encore un enfant, donc elle a encore besoin de moi. Même si beaucoup de personnes me disent souvent, ouais, t'as de la chance maintenant, elle est grande et tout. Bah, en fait, c'est pas une Sims, hein. Ma fille, c'est pas une Sims. Elle est pas née, elle avait 12 ans, elle savait se doucher, faire à manger et tout ça. Et je l'ai éduquée en ce sens-là pour que ce soit à son bénéfice plus tard, mais aussi qu'elle puisse m'aider, surtout dans les moments où je ne peux pas m'occuper d'elle. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'elle est plus grande, oui, ça me dégage un petit peu de temps, mais clairement, comme on dit, grands enfants, grands problèmes, hein. J'ai d'autres soucis du coup à gérer par rapport au fait qu'elle soit plus grande. Ça fait que ma charge mentale est très souvent au max, et encore plus qu'avant, je dirais même. Parce que quand ils sont petits, on leur donne à manger, on leur donne le bain, on joue avec eux, on leur lit des histoires, on les aide à s'éveiller d'une manière ou d'une autre au travers d'activités. Mais après, quand ils dorment généralement. En plus, moi, la mienne, elle dormait depuis qu'elle est née. Elle a toujours dormi, en fait. Du coup, c'est vrai que l'occupation n'est pas la même. Maintenant, elle est plus grande, elle a d'autres besoins. Pour rester motivée donc par rapport à ça, je l'implique dans ce que je fais. Elle me fait mes photos, elle me fait mes vidéos. La plupart de mes photos et de mes vidéos que vous voyez, c'est ma fille qui me les prend. Elle m'aide quand je sélectionne des vêtements, par exemple, même si je connais ma garde-robe par cœur. Des fois, elle va me dire « Ah maman, ça, je le verrai plus avec ça ou ça. » Ou « Maman, peut-être que telle couleur-là, je crois que tu l'as déjà fait, etc. » Du coup, elle m'aide, elle s'implique et ça lui fait plaisir autant qu'à moi parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Du coup, même quand j'ai pas la force, elle me dit: «Mais maman, on va aller, fais peut-être une petite vidéo vite fait. En plus, tu pourras la poster sur différentes plateformes. En plus, franchement, meilleure supportrice».
y a plein d'endroits où je vais, plein d'endroits où je connais pas des gens qui me disent: «Ah oui, mais si, je t'ai vu la dernière fois, j'ai vu ta fille avec ta sœur, j'ai vu ta fille avec, ton cousin, j'ai vu ta fille avec ta cousine, elle a fait la pub de tes réseaux et tout». Du coup, ça fait qu'il y a plein de personnes qui me découvrent grâce à elle et du coup, voilà, elle fait vraiment partie de mon quotidien et elle fait partie de mon quotidien même pour tout ce qui me concerne, mes activités, personnelles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus impliquée que moi pour, lui chercher un beau-père. Hem, Clairement parce que on a toujours fonctionné comme ça, en fait. On est vraiment un binôme. Maintenant, avec l'évolution de son âge, il y a des choses auxquelles je ne lui permets pas encore d'accéder, effectivement. Mais voilà, on fonctionne vraiment de concert, ce qui fait que même quand je suis down, je vais toujours avoir un brin de motivation par rapport à elle, grâce à elle. Maintenant, concernant la motivation, parce que j'avais d'autres questions dans le même style et qui s'imbriquent pour moi par rapport au fait que je ne sois pas beaucoup suivie, notamment sur Instagram. Alors, beaucoup, c'est relatif. Moi, j'ai 4000 et quelques personnes qui me suivent. C'est déjà beaucoup pour moi. C'est vraiment beaucoup parce que ça veut dire 4000 personnes en plus qui ne se sont pas désabonnées depuis, donc qui me font confiance, qui participent à mon quotidien, avec qui j'échange au quotidien. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Maintenant, je comprends quand vous me dites beaucoup, dans le sens où mon compte ne monte pas ou quoi que ce soit sur Instagram. Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Encore une fois, nous ne sommes pas tributaires, nous sommes plutôt tributaires des algorithmes. Si vous avez regardé le documentaire que je recommande tout le temps aux créateurs de contenu, notamment, Derrière nos écrans de fumée, je crois qu'il est encore disponible sur Netflix, vous verrez comment les algorithmes fonctionnent. Et clairement, on va pas se mentir, hein, en France, pour que vous soyez une femme noire qui soit mise en avant, qui a des formes, qui est sur une niche maman solo, voilà. Enfin, moi, pour moi, je suis tellement dans des micro-niches que du coup, ben, je vois pas pourquoi on va montrer, enfin, je ne vois pas pourquoi. Moi, je trouve ça normal, hein, bien évidemment, mais je pense que ce n'est pas un type de contenu qui pourrait plaire à beaucoup de personnes d'après ce que pensent les personnes qui règlent les algorithmes. Alors que la réalité, c'est que si. Parce que moi, j'ai plein de femmes qui me suivent, pas seulement des femmes mid-size qui s'intéressent à la mode, mais des femmes qui sont mamans solo, ou des femmes qui sont en instance de divorce, ou des femmes qui sont en garde partagée et qui me disent mais comment tu fais toute seule et tout, et qui me demandent des conseils. Et pourtant, ce sont ni des femmes noires, ni des femmes qui ont mon âge. Voilà, donc clairement, franchement, je comprends pas. Vous me demandez en vrai, je peux même pas vous répondre parce que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas beaucoup suivie ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni alors que ouais, TikTok en plus je vais mentir parce que TikTok je crois que je dois avoir 19 000 abonnés, quelque chose comme ça. Sur Pinterest aussi. Sur Pinterest encore c'est différent et c'est pour ça que j'adore Pinterest. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés. D'ailleurs sur aucune plateforme, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui définit la qualité de votre contenu ni la pertinence de ce que vous proposez. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, les marques, encore aujourd'hui, se cantonnent à ces chiffres-là, à l'engagement, au nombre d'abonnés, au nombre de partages, d'enregistrements, etc., pour vous proposer des collaborations. Donc oui, malheureusement, ça m'impacte sur Instagram. Maintenant, ça n'enlève pas ma motivation de façon quotidienne. Ça va enlever ma motivation de temps en temps quand je vois vraiment des contenus flingués, excusez-moi du terme, mais je vois certains contenus et franchement, je pense qu'on en a tous remarqué, toutes et tous, pardon, remarqué au moins une fois. Il y a des contenus vraiment flingués, ils font des millions de vues. Je me dis, mais à quelle heure en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Mais bon, encore une fois, on est tributaire des algorithmes et de ces plateformes sur lesquelles en plus on distribue du contenu gratuitement, même si bon, effectivement maintenant Instagram a mis en place son programme pour pouvoir payer sans regarder de la pub, etc. Moi, j'ai pas pris. Clairement, j'ai pas pris. Et si vous me voyez disparaître d'Instagram, ce sera notamment pour ça, au-delà du fait que mon contenu ne soit pas réellement diffusé et que oui, les personnes comme moi sont pénalisées par les algorithmes. Du coup, je pense réellement que je vais peu à peu quitter la plateforme parce que, comme je l'avais dit une fois en story, je préfère créer du contenu, prendre du temps, vu le temps que ça prend, l'énergie que ça demande, créer du contenu et que ça reste une passion, autant que ce contenu-là soit consommé de façon pérenne. À savoir que ce ne soit pas un contenu qui va être viral comme sur Instagram. En fait, les contenus sont viraux le premier jour, la première semaine, allez, les 2 premières semaines et encore c'est rare, mais après ils meurent en fait. Ils meurent
sauf si une personne découvre votre compte et qu'elle vient scroller et regarder dans vos contenus d'avant, elle ne va pas avoir une proposition, en tout cas de façon régulière, de vos autres contenus, même dans l'Explorer. Alors que sur des plateformes comme Pinterest ou YouTube, ce sont des contenus qui vont vivre mais des années et des années. Et je préfère du coup concentrer mon énergie sur ça parce que oui, pour être motivé, il faut aussi qu'on ait un retour. Et le retour, c'est quand je vois par exemple des contenus que j'ai postés sur Pinterest quand j'ai commencé Pinterest il y a 2 ans, je crois maintenant, euh, en donnant des tips aux créateurs de contenu pour faire des montages et compagnie, et que je vois que ces contenus tournent toujours jusqu'à aujourd'hui, sont grave enregistrés, partagés, des personnes qui me remercient. Je me dis, mais ouais, autant mettre mon énergie dans ça, sachant qu'en plus, maintenant j'ai repris un CDI, autant mettre mon énergie dans ça pour que ça reste fun pour moi et que ce soit quelque chose qui ne meurt pas. Tout ce qui est snack content, donc tous les contenus courts, TikTok, les Reels, les Shorts sur YouTube, bah, je commence à avoir de plus en plus de mal. Instagram, j'en poste encore parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me suivent sur Instagram et du coup, peut-être que ça permet en fait de garder le lien avec vous. Mais même ça, j'ai envie d'arrêter parce qu'en fait, il n'y a pas, il n'y a pas plus d'engagement déjà en dessous et il n'y a pas plus de gains pour moi dans le sens où par rapport à l'énergie que je mets pour créer ce type de contenu-là, le retour sur investissement au niveau des collaborations avec des marques, au niveau des partages, des enregistrements, des likes, voire même des commentaires, euh, clairement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup dans le sens où, pas que je suis là à vous demander d'aller commenter, liker, partager, machin et tout. Avant, je le faisais parce que, bon, clairement, c'était la formule gagnante d'après les algorithmes. Mais à un moment, je me suis dit, mais à quelle heure en fait? À quelle heure je vais être matrixée de devoir suivre toutes les règles que telle ou telle plateforme nous impose pour pouvoir gagner en audience et tout? Parce qu'au final, je recherche pas du tout à être célèbre en fait. Je recherche juste à partager du contenu de ce que j'aime faire. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Si ça n'aide personne, tant pis. Mais c'est juste ça. Prendre un kiff en partageant des trucs que j'aime. Et voilà, moi, j'ai pas envie d'être influenceuse. C'est pour ça qu'à chaque fois que je corrige les gens, je leur dis non, je suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu. Ils me disent ouais, tu te la racontes, machin, tu veux pas être influenceuse. Mais non, c'est pas une question que je me la raconte. C'est que je ne cherche pas à influencer. Inspirer et influencer, pour moi, c'est deux choses différentes. Et clairement, quand on cherche à tout prix à être influenceur, pour moi, c'est que quelque part, il y a une part de nous qui a envie d'avoir un pied sur les autres, entre guillemets. Quand je dis un pied, c'est d'avoir ce pouvoir d'influencer les décisions et tout ça des gens. Et en même temps, d'être mis sur un piédestal par ces mêmes personnes-là. Et pour moi, ça, c'est trop dangereux parce que donner le pouvoir à des personnes de nous mettre sur un piédestal, de nous appeler influenceurs, de les laisser se benchmarker sur notre vie, sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va porter, etc., etc., c'est aussi donner à ces mêmes personnes le pouvoir de nous retirer tout ça. Et ça, on pourra me dire ce qu'on veut, mais beaucoup de personnes qui sont influenceuses, influenceurs, euh, quand elles partent en burn-out, c'est aussi parce que soit les personnes ne les adoubent plus comme avant, soit les personnes les ont jugées, soit les personnes les ont descendues, etc., etc. Alors que ça reste des êtres humains. Les influenceurs, les influenceuses, ça reste des êtres humains. Et voilà, les personnes qui sont derrière leurs écrans s'amusent des fois à faire des commentaires, à faire des jugements et à vous renvoyer plein de choses négatives parfois qui font que forcément ça va vous atteindre. Maintenant, ça vous atteint plus ou moins. En tout cas, moi, ça m'atteindrait plus ou moins si j'étais dans l'optique de me dire, je suis une influenceuse, c'est moi qui... Parce que oui, on peut dire ce qu'on veut, ça monte à la tête. Ça monte à la tête des gens de se dire, voilà, on me considère comme telle influenceuse, j'ai tel pouvoir sur les gens et tout. Je le dis honnêtement, hein. Après, peut-être que ça ne plaira pas, mais moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai constaté en côtoyant des influenceuses plus ou moins célèbres de près. Franchement, ça leur est monté à la tête. Elles ont cru qu'elles pouvaient faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'en fait, je les soutenais, sous prétexte que je partageais souvent leur contenu ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, non, je voulais juste leur donner la force parce que j'aimais ce qu'elles proposaient ou parce que je voyais que, ouais, ok, il y a une fille qui a pris un jour son téléphone, qui a dit, je vais parler de tel ou tel sujet, je vais montrer tel ou tel sap, je vais aller dans tel ou tel endroit parce que j'ai envie de le partager à d'autres personnes que ça pourrait inspirer. Ok, mais c'est pas parce que
on t'a dit merci, on t'a dit que tu étais trop belle, on t'a dit que tu nous as aidé à découvrir ça, que ça veut dire que tu vas monter sur la tête des gens. En tout cas, pas sur ma tête. Moi, je suis camerounaise, hein. Je vous l'ai dit au début, je suis camerounaise. Donc, c'est pas sur ma tête que tu vas monter. Bref, si vous êtes créateur de contenu, en tout cas, ou créatrice de contenu, ou que vous avez un business, que vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux et compagnie, ne vous dites pas que le nombre de followers définit votre personnalité, définit la qualité de votre travail, définit la qualité de vos produits, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et si vous restez avec cette pensée limitante-là, vous n'allez jamais rien faire. Encore une fois, prenez mon exemple. Moi, je poste mes trucs, je poste beaucoup de contenu. Je poste du contenu qualitatif, je poste du contenu moins qualitatif. Je poste du contenu que je fais vite fait des fois. Des fois, je poste des trucs que j'ai même déjà posté 12 milliards de fois sur notre plateforme ou sur la même plateforme que j'ai remixé. Mais pour moi, c'est le fun de tout ça. C'est pas en me disant, OK, est-ce qu'aujourd'hui j'ai gagné 1000 abonnés? Est-ce qu'aujourd'hui, machin? Alors oui, quand on passe des paliers, on les célèbre parce qu'effectivement, sur certaines plateformes comme YouTube, j'ai atteint 500 abonnés. Je m'en suis même pas réellement rendu compte. Et j'étais vraiment contente parce que je sais que c'est dur. YouTube, c'est beaucoup, beaucoup de taf. C'est vraiment beaucoup de taf. Mais à côté de ça, c'est cool de pouvoir créer une communauté vraiment plus sympathique en tout cas. Je vais dire moins agressive que sur des plateformes comme Twitter, moins revancharde des compagnies que sur des plateformes comme TikTok. Et, ouais, pour moi, c'est vraiment encore autre chose que Instagram parce que Instagram, ok, c'est du contenu qu'on voit au quotidien et compagnie. Mais comme je vous dis, moi maintenant, je vis sur le côté pérenne. Et le côté pérenne, ça va de pair avec ma charge mentale, ma motivation, parce que du coup, ça me permet de poster quand j'ai envie de poster. Ça me permet de ne pas avoir cette pression de me dire si je continue pas à poster régulièrement comme sur Instagram, mon compte ne va pas monter ou en tout cas, mes contenus ne vont pas être diffusés, même si c'est toujours aux mêmes personnes. Mes contenus ne vont pas être beaucoup diffusés, etc. Là, sur YouTube, je suis tranquille et c'est ce que je kiffe. D'où ma motivation à continuer à proposer du contenu ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolée si je me suis éparpillée, surtout sur la dernière question, parce que je peux vraiment parler longuement des réseaux sociaux, de ce que j'ai pu apprendre en autodidacte, de ce que j'ai pu apprendre de par des personnes qui travaillent dans les réseaux sociaux, de par les marques, de par les plateformes avec lesquelles je travaille et compagnie. Mais honnêtement, je pense avoir répondu à vos questions en toute honnêteté, avec authenticité, comme je le fais toujours. Si certaines de mes réponses vous ont froissé, je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas, voilà, c'était le fond de ma pensée. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui sera enfin le lookbook de marron que je vous avais tant promis. Je ne l'ai pas sorti. Pourquoi? Parce que le premier que j'avais filmé, si je vous dis ce qui m'est arrivé, hein, le premier que j'avais filmé, j'ai effacé toutes les vidéos sans m'en rendre compte. J'allais mourir. Franchement, j'allais mourir. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'ai refilmé la vidéo. Je vous la poste bientôt. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!